Alors, 3 mots-clés pour nous expliquer ce que représente l'environnement pour vous et l'importance que vous lui accordez. À l'échelle d'une ville, 3 mots-clés, c'est l'environnement, c'est pour nous le zéro déchet qui est une des politiques emblématiques, dans des projets concrets. Donc on n'est pas sur des grands débats, mais on est bien sur l'environnement au quotidien. Et on veut aussi une écologie souriante. Donc, on ne veut pas une écologie punitive qui donne envie à personne d'adhérer, et on a envie de donner envie aux gens de faire des efforts sans en avoir l'impression. Sur une échelle de 1 à 10, l'écologie, c'est important pour vous, du coup, personnellement? Ah bah oui, c'est fondamental, la question ne se pose même plus. Que fait la ville de Roubaix pour l'environnement? Elle essaie d'être cohérente dans ses politiques. Elle essaie à la fois d'entraîner les habitants vers de nouvelles pratiques. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Elle essaie aussi de faire évoluer ses propres manières de faire. Et l'échelon municipal, l'échelon de la ville, c'est vraiment l'échelon le plus proche des habitants. Donc c'est pour ça que je vous disais, on n'est pas sur des grands débats théoriques, on est sur l'envie d'entraîner des dynamiques. C'est pour ça qu'on a été la première ville à se lancer dans le zéro déchet en France. C'est pour ça que maintenant on joue un rôle majeur pour mettre en place des nouvelles dynamiques et des nouvelles boucles d'économie circulaire. Il y a pas mal de projets qui sont en émergence, et ça c'est une des particularités. La volonté de continuer à toujours être une ville pionnière. Très bien. Et en parlant justement du zéro déchet, vu que vous étiez l'une des premières villes de France. La première ville de France. Je crois bien que Édouard Philippe est passé, c'est ça? Oui, tout à fait. Et il en a pensé quoi? Du coup, il en était fier? En fait, il a fait son séminaire de rentrée il y a maintenant presque 2 ans. Et il est venu avec quelques ministres pour observer ce qu'on faisait. Et oui, c'est un élément de fierté, parce que c'est une reconnaissance d'avoir le Premier ministre qui vient. Ça a été surtout l'occasion d'échanges. On lui a fait notamment un panel de jeunes entrepreneurs de l'économie circulaire qui lui a bien plu. Son expression à l'époque, ça avait été de me dire je ne sais pas ce que les journalistes vont en retenir, mais moi ça me plaît, ça donne une bonne énergie et le sourire. Et moi je l'avais accueilli en parlant d'écologie souriante, et il avait repris. Alors c'est difficile de le dire maintenant avec des masques, mais il avait repris le concept et ça lui avait plu. Et les hasards de la vie font que l'une des familles dans laquelle on a été, c'était chez Magdalene, qui est maintenant une de mes conseillères déléguées au zéro déchet. Et c'était pas prévu au départ. Et ça fait partie aussi du panel. On a fait un tour dans quelques commerces zéro déchet pour montrer comment tout ça a été concrètement mis en place dans la ville. Très bien. On va revenir sur les projets, les phares du zéro déchet. Donc ceux qui ont mieux fonctionné et ceux au contraire justement qui n'ont pas du tout fonctionné, où il y a eu un petit peu un échec ou une remise en question sur le projet à cause du Covid ou ce genre de choses. C'est notre défi des familles qui a permis en fait chaque année d'avoir des promotions d'une centaine de familles qui se mettent au zéro déchet grâce à des ateliers de formation, grâce à une pratique commune qui intègre progressivement les bons réflexes. Et après, vous dire qu'il y a eu des échecs, c'est pas comme ça qu'on le vit. On est dans une logique d'expérimentation. Donc c'est pas, on apprend. Comme on a été les premiers en France à le faire, on a un peu ouvert la voie et on l'a fait en écoutant les gens. Par exemple, au début, on s'était dit on va donner une prime ou une incitation aux gens pour faire partie du programme. Et puis très vite, on a vu que c'était pas la peine, que les gens le faisaient spontanément et qu'il n'y avait pas besoin d'une incitation. La plus grande incitation, ça a été de faire une écologie qui était aussi une source d'économie. Ça fait partie des vraies découvertes. On n'avait pas forcément cette idée aussi précisément assurée. Et on voit qu'en moyenne, les familles font 150 € d'économie par mois, ce qui, mis bout à bout, a pas mal de sens. Et puis, je parlais d'écologie souriante, c'est aussi une écologie vertueuse pour le budget des gens. Et oui, je vous dis, on n'est pas dans une logique succès-échec, on est dans une logique d'apprentissage permanent
et de capacité à défricher les sujets un par un. Super. En 2021, quel projet sur l'économie circulaire voulez-vous mettre en place ? On a une dynamique qui est assez intéressante dans un lieu historique qui est le couvent des Clarisses, où en fait on a développé un projet avec des jeunes architectes qui s'appelle ZERM. Je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes allé les voir. En tout cas, vous devriez, parce que c'est très inspirant. L'idée, c'est d'avoir un lieu emblématique de l'économie circulaire et du zéro déchet, parce qu'on avait pas mal de choses un peu partout dans la ville. L'idée, c'est de concentrer tout ça, et ça se fait en rénovant un bâtiment historique qui est le couvent des Clarisses. Pensez-vous que les jeunes Roubaisiens sont assez sensibilisés aux enjeux environnementaux aujourd'hui ? Et sinon, comment on peut faire ? Quelles solutions peut-on trouver pour mobiliser et sensibiliser les Roubaisiens ? Vous faites partie d'une génération pour qui l'écologie, c'est pas discutable, mais après, tout le monde n'a pas la même sensibilité. Et puis, entre le savoir que c'est important et puis changer sa manière de faire, il y a toujours un delta, il y a toujours une différence. Donc, l'enjeu, c'est de se projeter dans ce monde de demain le plus vite possible. Et après, selon la sensibilité des gens, les parcours personnels, c'est difficile de généraliser. Chacun, c'est ce qui est assez intéressant dans la démarche zéro déchet, c'est que chacun trouve son chemin. Il n'y a pas un manuel qui vous dit il faut commencer par là. L'étape 2, c'est ça. C'est chacun s'approprie ses enjeux au fur et à mesure, en fonction de sa sensibilité, de ses priorités. C'est une forme de souplesse dans la capacité d'intégrer tout ça. Et après, sur les jeunes, oui, il y a un combat entre l'ancien monde d'hyperconsommation, du jetable et le nouveau monde. Ce qu'il faut faire comprendre aux jeunes, c'est que c'est un monde d'opportunités qui se crée dans l'économie circulaire et que c'est une manière de faire aussi progresser des projets personnels et de susciter les emplois de demain. Comment communiquez-vous sur les actions mises en place sur Roubaix ? De manière pas très originale, un peu comme tout le monde, on fait un mix entre la communication papier traditionnelle, parce que ça reste le moyen de toucher tout le monde. Donc on a un journal municipal qu'on distribue une fois par mois dans toutes les boîtes. Et puis après, c'est un mix réseaux sociaux, échange avec la population. Quand je dis rien de très original, je pense on sait tous que la bataille, quand on a des idées et quand on veut informer les gens, c'est de savoir comment on touche tous les publics, quoi. Et aujourd'hui, on sait que les audiences, et la manière de toucher les gens, elle a complètement éclaté. Avant, vous passiez sur une chaîne nationale, vous touchiez des millions de personnes. Maintenant, on a des audiences qui sont un peu plus éclatées. Donc, on essaie juste de garder aussi, et c'est d'autant plus important qu'on est dans une période où on en est privé, le contact direct avec les gens, ça c'est important. Oui. Et justement, en temps de Covid, est-ce que vous avez remarqué des changements de comportement au niveau de l'écologie, des personnes qui ont voulu mettre des choses en place supplémentaires ? Oui, il y a quelques expériences qui sont assez emblématiques, notamment dans la fabrication de masques, parce qu'on a eu une très belle histoire d'ailleurs qui sera diffusée le 8 avril à 22h50 sur France 3, D'accord. Qui est l'histoire de la création des ateliers résilience. Et là, on touche à une problématique qui est celle de la relocalisation, ce qui est aussi un moyen de faire du développement durable, avec une très très belle aventure qui nous a permis de monter en quelques jours, en quelques semaines, un atelier de fabrication de masques qui est aujourd'hui pérenne, qui fabrique des t-shirts, qui fabrique un certain nombre de produits. Ça, par exemple, c'est typiquement quelque chose qui n'aurait pas été fait en dehors de la crise. Et après, il y a beaucoup d'autres exemples. Tout le monde a dû modifier sa manière de faire dans les écoles, dans les associations. Chacun a dû s'adapter. Il y a en effet pas mal de belles histoires d'innovation et de choses positives qui sont sorties de cette période difficile. Et justement, pendant le confinement, il y a certains éclairages de villes certaines villes qui ont décidé d'éteindre leur éclairage. Est-ce que ça serait un projet qui vous tente ? Est-ce que vous y en avez pensé ?
Oui, on est en réflexion perpétuelle, mais ça, c'est pas forcément lié, même si la crise a pu avoir un côté accélérateur. Ça, c'est une préoccupation qu'on a depuis longtemps, de jouer la frugalité, d'essayer d'éviter le gaspillage. Dans le mot anglais, dans le zero waste, en version anglaise ou américaine, il y a à la fois déchets et gaspillage, et lutte contre le gaspillage. Donc, pour le coup, on est en mode économie partout où c'est possible, et on a cette nécessité d'être plus frugal dans la manière de faire. C'est le cas, par exemple, sur les projets de rénovation urbaine qui sont en préparation. On veut que ce soit en mode économie circulaire et pas en mode on multiplie les flux de camions dans tous les sens. Tout ce qu'on peut faire localement, on le fait. Tout ce qu'on peut récupérer et réutiliser, on le fait. C'est cette logique-là, quoi. Qu'en est-il de votre programme propreté aujourd'hui? Est-ce qu'il a évolué depuis 2014? Oui, forcément. Forcément, parce qu'on a beaucoup appris. Il y a eu divers phases. La première, c'était de remettre de l'ordre dans les services qui géraient ça, dans les associations d'insertion. Et puis quand vous attaquez un problème comme la propreté, vous avez aussi des moments de rechute. Et ça, pour le coup, par exemple, la période Covid, elle a été terrible parce que tous les services publics sont tombés un par un, se sont arrêtés. À un moment, il ne restait plus que les agents de la ville. Donc c'est une école à la fois d'humilité, mais c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est parce qu'on avait cet impératif d'avoir une ville plus propre qu'on s'est aussi lancé dans le zéro déchet, parce qu'il faut à la fois des perspectives très court terme, une capacité à bien organiser le travail de ramassage, de collecte, avoir des poubelles partout, mais c'est pas mal aussi d'avoir une réflexion plus long terme pour dire comment on produit moins de déchets, comment on rend la ville plus propre, parce que il y aura moins de déchets à éliminer, le meilleur moyen étant de ne pas en produire, quoi. Donc, et puis on voit qu'il y a aussi des bonnes habitudes à donner, parce que vous pouvez faire tous les efforts côté municipalité que vous voulez. Vous pouvez, j'allais dire, si les gens ne respectent pas, c'est comme tout, c'est-à-dire que sans respect des gens, je ne vais pas doubler du jour au lendemain le nombre de gens qui font ça. Il y a un travail de pédagogie, c'est pour ça qu'on fait par exemple pas mal d'opérations qui s'appellent Mon quartier au sens propre, où on le fait avec les habitants pour initier ces mouvements et puis pour que tout le monde comprenne que la propreté, comme la sécurité, c'est un peu l'affaire de tous, c'est pas simplement quelques dizaines ou quelques centaines de personnes qui sont mobilisées et au service de la cause. Question un peu plus personnelle, dans votre vie quotidienne, faites-vous des gestes pour l'environnement? Si oui, lesquels? Moi, j'essaie de consommer français, c'est pas toujours et local. Ça fait longtemps que j'ai une préoccupation là-dessus. Je pense que c'est une bonne manière d'être concrètement dans le. Et puis après, j'essaie de m'améliorer aussi en utilisant plus le vélo, en marchant plus. Pas toujours facile parce qu'on a des rythmes de vie qui sont pas toujours calibrés pour se passer de la voiture, donc ça fait partie des efforts où je suis un peu comme tous les citoyens, c'est-à-dire je sais qu'il faut progresser, et puis après on fait ce qu'on peut dans la mesure des possibilités. Il y a des périodes où c'est plus facile, il y a des périodes où vous vous dites finalement on est pas mal dans la voiture, donc voilà, mais je suis pas un modèle. J'ai des élus, par exemple, qui se sont mis à 100% au vélo. Moi, c'est plus compliqué parce qu'il y a pas mal de déplacements. Je suis aussi vice-président de la région, où finalement, c'est toujours plus simple d'être en voiture. Et puis, j'ai pas toujours pris des bonnes habitudes, donc je suis comme tout le monde, je suis perfectible. D'accord. Il y a aussi quelque chose que j'avais remarqué en venant ici à Roubaix, et donc à l'EDEC, c'est au niveau du tri sélectif. On n'a pas trop compris, on se pose beaucoup la question comment ça se déroule, parce que je trouve que même toutes les poubelles se mélangent, et j'ai trouvé ça quelque chose qui change un petit peu. Et est-ce que ça vient de la ville? Est-ce que ça vient de la région? C'est une décision qui est dure à prendre. Le tri sélectif, c'est au niveau de la métropole. D'accord. Et justement, je n'ai pas détaillé
la logique et la manière dont on est passé au zéro déchet, on s'est investi. On sait que c'est la responsabilité de la métropole, mais on était convaincus depuis 2014 qu'il fallait changer les choses. Moi, quand je vais à l'époque à la métropole pour leur dire il faudrait qu'on se mette au zéro déchet, à l'économie circulaire, j'ai un de mes anciens collègues qui me dit si tu supprimes des déchets, tu vas supprimer des emplois, enfin qui était un peu loin du compte sur l'économie circulaire. Donc quand je reviens ici, je dis bon, on n'attend pas que la métropole, on y va, mais il y a tout un tas de responsabilités qui dépendent pas de nous. Donc oui, c'est compliqué. Oui, en plus en France, selon les régions, selon même les agglomérations, les métropoles, les pratiques sont différentes. Donc c'est pas simple. Vous venez à l'EDEC, pas tous, loin s'en faut, du Nord. Il y a des gens qui sont à l'international et c'est vrai que tout ça est difficile parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on se retrouve dans un lieu, la manière de faire est différente. Et pour le coup, à chaque fois, on se dit comment ça marche ici. Et donc, c'est la nécessité de faire sans doute un travail d'explication. Et c'est l'un des grands atouts de nos ateliers zéro déchet parce que ça permet aux gens de sortir avec des solutions concrètes. Est-ce que, dernièrement, quel conseil sur l'environnement vous pouvez donner aux étudiants de l'EDEC, aux étudiants en général? Un petit conseil pour la fin. Le conseil, c'est de vraiment voir ça comme une opportunité à la fois de trouver des débouchés, des projets professionnels avec beaucoup de sens, et puis surtout de se dire que c'est le sens de mon propos depuis le début, et c'est l'intérêt d'essayer de le faire à l'échelle d'une ville, c'est qu'on soit dans les choses très très concrètes. Je vous ai pas parlé des grands enjeux climatiques, mais je pense que ce que chacun peut faire déjà à titre personnel, ça amorce un mouvement qui est pas suffisant, mais qui est nécessaire. Parce que souvent, quand vous parlez des grands équilibres climatiques, les gens se disent bah oui, d'accord, mais je peux faire quoi? Et nous, ce qu'on essaie d'initier dans cette ville, c'est de dire charité bien ordonnée commence par soi-même. Et je pense aussi que vous êtes une génération qui se pose moins de questions là-dessus et qui se dit c'est un impératif. On voit de jeunes qui arrivent avec des projets nouveaux sur l'économie circulaire, le développement durable. On a un club dédié à ces jeunes entrepreneurs et on voit que c'est sans doute la quête du sens. Donc l'idée c'est de mettre toute votre intelligence, votre créativité au service de ces projets-là et d'y aller à fond. Merci. Et c'était très bien en tout cas. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. C'était très fluide. Merci à vous.